bon, vous m'entendez bien? Oui. Merci beaucoup Gilles, merci beaucoup à Jérôme, merci à Écologie et Démocratie pour cette super invitation. C'est un bel événement, je suis très très content d'être là. Donc, j'ai eu le plaisir déjà d'assister en spectateur à des super tables rondes sur la démocratie. Maintenant, je vais parler d'écologie et puis après on fera la synthèse, si j'ai bien compris. Mais après, comme donc, on va... La question écologique, évidemment, elle est complexe à saisir parce qu'elle a plein d'aspects. Donc là, j'ai une demi-heure, donc je vais aller au plus vite. C'est pas la crise écologique déjà, c'est les crises écologiques. On parle de quelque chose qui est multiple. On parle à la fois d'épuisement de ressources, on parle de pollution, on parle de réchauffement climatique, on parle d'épuisement de la biodiversité. Donc déjà, il va falloir un petit peu essayer de classifier, d'hiérarchiser un petit peu tous ces problèmes. On peut les regrouper en deux grandes catégories, pour moi. On va avoir tous les problèmes qui sont causés parce que l'activité économique rejette des choses dans l'environnement. Tout ce qui est les pollutions au sens large. Vous avez des pollutions globales, les gaz à effet de serre, qui vont globalement dérégler le climat de la planète. Vous avez des pollutions locales, les pesticides qui polluent les sols, les plastiques qui polluent, les microplastiques qui polluent les eaux, les particules fines qui polluent l'air. Voilà. Ça, c'est un premier ensemble de problèmes, les pollutions. Vous avez un deuxième ensemble de problèmes qui est ce qu'on qualifie de déplétion. Là, c'est le fait que on consomme des ressources, notre activité économique consomme des ressources, énergie, matières premières, et ces ressources sont pour la plupart des stocks finis, disponibles une fois pour toutes sous terre, et donc si on tape dedans de manière croissante ou même de manière constante, au bout d'un moment il n'y en a plus. Voilà. C'est une deuxième catégorie de problèmes qui logiquement est complètement distincte de la première. Vous pouvez avoir l'un sans l'autre. Voilà. Vous avez le cas aussi des ressources qui se renouvellent, mais il ne faut pas aller les piocher plus vite qu'elles ne se renouvellent. Exemple les stocks de poissons ou les forêts. Problème de déplétion aussi. Donc voilà, pollution d'une part, déplétion de l'autre, et c'est vraiment deux catégories de problèmes indépendantes. Et nous, actuellement, on scoltine les deux à fond. Et c'est ça qui est très compliqué. Au cœur de ces problèmes, parce qu'il va bien falloir hiérarchiser un peu et essayer de regrouper les choses, on trouve les énergies fossiles, qui sont impliquées à différents niveaux. Elles sont impliquées évidemment par les gaz à effet de serre qui émettent leur combustion dans le réchauffement climatique. Elles sont impliquées dans la pollution de l'air. C'est-à-dire que le seul charbon, sa combustion est responsable d'une pollution de l'air qui cause des centaines de milliers de morts chaque année en Chine, par exemple. On parle d'un problème quand même qui n'est pas anodin. Donc ça, c'est côté pollution, mais elles sont aussi là du côté de la déplétion, c'est-à-dire qu'elles s'épuisent très vite. Le pic pétrolier est annoncé par l'Agence internationale de l'énergie pour 2025. Le pic pétrolier, c'est le moment où l'offre de pétrole commence à décliner. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas une prédiction au mois près, mais on sent bien que ça se tend à ce niveau-là. Le pic gazier, donc l'équivalent pour le gaz, devrait suivre de quelques années. Et donc, on a des énergies fossiles qui causent des dégâts en termes de pollution et vont venir à manquer. Et se rajoute à ça une couche de géopolitique, si on prend le cas d'un pays comme la France, qui n'a, ça vous aura pas échappé, aucune énergie fossile dans son sous-sol. Donc on dépend intégralement des importations, essentiellement de régimes assez peu recommandables. On a l'illustration en ce moment, mais dépendre des patro-monarchies du Golfe n'est pas beaucoup mieux que dépendre de la Russie de Poutine. Enfin, voilà, ce sont des dépendances également catastrophiques, on va dire. Et en plus, ces énergies fossiles, leur prix est extrêmement volatile parce que fixé sur des marchés financiers internationaux qui dépendent de tout plein de choses, de la conjoncture économique, qui peuvent être affectées par les crises sanitaires, la guerre, par plein de choses. Ce à quoi on rajoute une couche de spéculation. Donc finalement, ils ont un prix, ces énergies fossiles ont un prix qui va être complètement décorrélé et des impératifs sociaux, c'est-à-dire que ça peut être beaucoup trop cher pour les classes populaires, et des impératifs écologiques, c'est-à-dire que ça va être en fait pas très cher par rapport aux dégâts que ça cause, mais par rapport à la quantité qu'il en reste. Donc voilà, et en tout cas c'est dépolitisé, c'est-à-dire que c'est des marchés qui décident de ce prix. Le comble de l'absurde étant la situation européenne, où on a en plus un marché de l'énergie qui a été entièrement dérégulé, on a cassé tous les monopoles publics, et on a quelque chose par exemple l'électricité, on a un marché européen de l'électricité complètement dérégulé, où il y a quelques temps les prix étaient négatifs, et là aujourd'hui ils sont à 1000 € le mégawattheure. Donc on est sur des aberrations. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, les énergies fossiles sont absolument centrales dans le problème qui se pose. Voilà, donc ça c'est pour le constat, et donc maintenant, si on veut bien prendre les choses par un bout, même si la question du fossile n'épuise pas la problématique écologique, mais au premier ordre, l'urgence c'est de sortir des énergies fossiles. Alors,
quelle solution on a pour sortir des énergies fossiles? On a en fait, on peut les regrouper ces solutions en 3 grands leviers d'action. Le premier levier d'action, c'est de dire, regardons quel est notre mix énergétique. Aujourd'hui, c'est 80% de fossiles à peu près, hein, donc pétrole, gaz, charbon, c'est 80%. Et décarbonons-le. Donc remplaçons ces énergies fossiles par des énergies bas carbone. Voilà. Donc, qui sont, l'énergie bas carbone, c'est le nucléaire et le renouvelable. Les barrages, l'éolien et le solaire. Donc, premier levier. Deuxième levier, c'est de dire, attendez, on n'est pas non plus obligé de consommer autant d'énergie. On peut essayer d'améliorer l'efficacité de nos machines, l'efficacité de nos procédés, pour un même niveau de production et de consommation, mais de faire plus de ce qu'on appelle de l'efficacité énergétique, par les progrès de la technique. Ça, c'est un deuxième levier, qui est distinct du premier. Et puis, il y a un troisième levier, qui est de dire, si tout ça ne suffit pas, la seule solution qui reste, c'est de baisser le niveau de la production et de la consommation. Et là, c'est la décroissance, la sobriété, j'appelle ça la décélération, ce genre de mesures-là. Alors évidemment, ce qui est promu dans le discours, on va dire, dominant, c'est que les deux leviers suffisent. C'est le discours de la croissance verte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un discours de découplage qui dit il n'y a pas du tout besoin de baisser le PIB, il n'y a pas du tout besoin de baisser la production ou la consommation. Les ingénieurs vont bien travailler, et du coup, ils vont jouer sur les deux premiers leviers, et on va remplacer des choses polluantes et pas efficaces par des choses bas carbone et efficaces, et tout va bien aller. Et donc, on peut continuer à avoir une croissance du PIB, d'après ce discours, et une décroissance des impacts environnementaux associés. C'est là où on parle de découplage. Alors ça, c'est le discours qui est promu dans les instances internationales, par les gouvernements, même par pas mal d'ONG, même par pas mal de partis politiques, même des partis politiques relativement anti-système. Alors le problème, c'est que ce découplage, il repose sur aucune base scientifique. Et là, il y a des études très intéressantes qui ont été faites là-dessus. Notamment, il y a un rapport qui s'appelle Decoupling Debunked, auquel ont contribué plusieurs économistes français. Et en fait, qui a fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils sont allés regarder toutes les publications scientifiques qui parlent de découplage. Et ils ont dit, en fait, le découplage, dans les données historiques, on ne le voit pas. Il n'y a pas de découplage entre le PIB. On n'a pas de cas où le PIB augmente et où les pressions environnementales diminuent, toutes suffisamment vite et de manière durable. Parce que c'est ça qu'il faut pour qu'une croissance verte soit vraiment possible. Ça, on ne le voit pas historiquement. Alors on peut dire, ouais, on ne le voit pas historiquement, mais en même temps, les néolibéraux sont au pouvoir, ils ne font pas de transition écologique, donc effectivement, il ne se passe rien. Mais si on faisait une transition écologique, peut-être que ce découplage serait possible. Sauf qu'il y a des bonnes raisons théoriques de penser que ce n'est pas le cas. Je vais en donner quelques-unes après. Et surtout, il faut un grand degré d'optimisme pour miser là-dessus, parce que, en fait, tous les scénarios de croissance verte, ils misent sur le fait qu'on va faire, en termes de découplage, beaucoup mieux que par le passé. C'est-à-dire qu'on a un certain niveau de découplage, on va dire, relatif, c'est-à-dire que le PIB augmente et les pressions environnementales augmentent, mais un peu moins vite. Et là, on parie sur le fait que ça va complètement diverger, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu historiquement. On parie sur le fait que ça va advenir là, dans les années ou les décennies qui viennent. Alors, pourquoi on ne peut pas trop y croire à ce truc-là? Parce que comment ce découplage pourrait avoir lieu? Alors, je l'ai dit, ça peut être soit, si on s'autorise donc que les deux premiers leviers que j'ai cités, ça va être soit de la décarbonation du mix énergétique, soit de l'efficacité. Pourquoi ces trucs-là sont intrinsèquement limités? Il faut le faire, hein. Il faut le faire, mais ça ne suffira pas. L'efficacité, si vous voulez, elle est déjà là. On fait déjà des progrès d'efficacité énergétique, les ingénieurs travaillent, voilà, donc chaque année, faire un point de PIB, ça demande 1% d'énergie en moins. Ça, c'est déjà une dynamique qui est là depuis des décennies, donc on se dit, c'est pas mal, il ne se passe pas rien. Le problème, c'est que tous les ans, vous avez une croissance du PIB de 3%. Donc vous faites plus 3 moins 1. Et donc en fait, la consommation d'énergie, elle augmente de 2% par an. Voilà. Et c'est même pire que ça, c'est qu'en fait, le PIB tire profit. Le PIB est stimulé par le fait que l'efficacité énergétique augmente. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et en fait, c'est le fait que si les ingénieurs travaillent bien, les machines sont efficaces, ça coûte moins d'énergie de les faire tourner, donc ça coûte moins cher, et donc les volumes augmentent. Les volumes augmentent. Et donc du coup, finalement, en termes de consommation globale d'énergie, vous n'avez rien gagné. Voilà, donc ça c'est quand même une limitation intrinsèque de l'efficacité énergétique. Il faut le faire, clairement, la technique a son rôle à jouer, mais on voit bien que ça ne va pas suffire. On voit bien que ça ne va pas suffire. Après, donc, il y a la décarbonation. De dire, allez, ok, on va pas arriver à consommer beaucoup moins d'énergie, mais au moins cette énergie va être propre. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, les sources d'énergie bas carbone, à chaque fois, c'est lié à des moyens de production d'électricité. J'ai cité renouvelable ou nucléaire. On fait pas des voitures renouvelables ou des avions renouvelables ou nucléaires. Donc
Il y a un vecteur entre les deux, c'est l'électricité. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut tout électrifier. Il faut électrifier les moyens de transport, les moyens de chauffage, les procédés industriels. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. La voiture électrique, par exemple, ça existe, avec un certain nombre d'avantages, avec aussi des inconvénients. L'avion électrique, ça n'existe pas pour les moyens long courriers. Et c'est pas prêt d'exister. Et je peux vous le dire, je suis ingénieur en aéronautique, on en est très loin. Voilà, il y a des recherches là-dessus, hein, je ne dis pas que ça n'existera jamais, mais vu l'urgence de la situation, c'est assez déraisonnable de miser là-dessus. Et quand bien même une innovation existe, après il y a le temps qu'elle se répande qu'elle se répande dans le monde. C'est-à-dire que la durée de renouvellement de la flotte mondiale d'avions, c'est 25 ans. Donc si vous avez un avion révolutionnaire qui arrive demain matin, encore une fois, ça n'arrivera pas, mais il vous faut 25 ans pour que toute la flotte soit convertie à cette nouvelle technologie. C'est pareil pour les voitures. Vous allez voir en Norvège, vous dites, ah bah c'est super, les ventes de voitures électriques, c'est 80 ou 90%. Mais dans le parc automobile, c'est quoi? Ah bah c'est 10%. Bah oui, parce qu'il faut le temps de renouveler le stock, et c'est très long. Et c'est très long. Et on n'a qu'une génération à peu près pour agir. Donc il y a des limitations intrinsèques, dans le sens que l'électrification, elle n'est pas possible partout. Et elle prend du temps à être généralisée. Voilà. Mais imaginons qu'on arrive à le faire, imaginons demain matin tout est électrique. Bah là, le défi d'après, c'est du coup comment on fait cette électricité par un mix électrique bas carbone. Et c'est là qu'on en arrive au débat renouvelable, nucléaire, etc. Et là aussi, il va y avoir des limitations intrinsèques à chaque fois. C'est-à-dire qu'on peut faire pas mal de renouvelables. C'est possible. Voilà. L'Allemagne fait du 30%, l'Irlande en fait pas mal, le Texas en fait pas mal, etc. Mais ils font pas 100%. Loin de là. Ils font 30%. C'est à peu près le maximum qui existe au niveau mondial. Et à chaque fois, il y a toujours un truc. C'est-à-dire que l'Allemagne, quand il n'y a pas de vent ou de soleil, ils allument des centrales à gaz ou à charbon. Alors les Danois font encore plus, ils vont jusqu'à 2/3 de renouvelables, surtout de l'éolien. Mais quand il n'y a pas de vent, bah, ils importent de l'électricité des barrages suédois ou norvégiens. Donc il y a toujours un truc. Mais un modèle qui serait généralisable, 100% renouvelable, n'existe pas à l'heure actuelle. Très loin de là. Très loin de là. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a quand même un certain nombre maintenant de scénarios RTE, des gigawatts, ADEME qui disent sur le papier ça pourrait marcher, c'est pas sans risque, mais ça pourrait marcher. Mais pour l'instant c'est théorique. Pour l'instant c'est théorique. Et quand bien même ça marcherait, après il y a le défi industriel de dire il faut combien de temps pour mettre ça en place. Sachant qu'on part de, je ne vais pas dire de zéro, mais on est à quelques pourcents de renouvelables aujourd'hui dans le mix électrique français et mondial. Il faut combien de temps pour arriver à 100%? Même en mettant tout l'effort qu'on veut au niveau industriel, c'est pas quelque chose qui est instantané. Voilà. Et donc ça pose un certain nombre de défis en termes de faisabilité sur l'intermittence, même s'il y a des moyens de stockage, même s'il y a des choses qui existent. Je passe sur les détails, mais on n'est pas sûr de savoir le faire, et ça prendra du temps, dans tous les cas. Alors on peut dire, bah, c'est pas grave parce qu'il y a le nucléaire. Effectivement, il y a le nucléaire. Le nucléaire est un moyen de production bas carbone. Moi, je n'ai rien contre le nucléaire. Effectivement, il y a un vrai sujet avec la question des accidents, et qui est souvent, à mon sens, exagéré par les antinucléaires. Même chose avec la question des déchets. C'est des vrais sujets. Dans un pays instable, attention. Dans un pays en guerre, attention. Dans un pays qui a perdu les compétences, un peu comme la France, attention aussi. Mais voilà, dans un pays qui a les compétences, qui a la filière et qui est stable, pour moi, il n'y a pas de problème majeur de ce côté-là. Par contre, il y a deux autres problèmes majeurs avec le nucléaire. C'est la vitesse de déploiement, là aussi. Parce que le parc nucléaire français, il a été construit quand? Il a été construit en réaction de choc pétrolier. Donc il a été construit au début des années 80. Centrale nucléaire, ça a 40 ans de durée de vie. On est dans la décennie 2020, toutes les centrales arrivent en fin de vie. À un moment où c'est elles qui produisent les 3/4 de l'électricité française, et où on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité pour électrifier tout ce dont j'ai parlé avant. Donc là, comment on fait? Il y a quand même un vrai défi. Sachant qu'on n'a pas fait de centrale depuis la fin des années 90, on essaye de lancer le l'EPR de Flamanville, c'est très compliqué, ça prend beaucoup plus de temps et d'argent que prévu. Alors certes, c'est une tête de série, certes, c'est un nucléaire complètement délaissé par l'État, avec des chaînes de sous-traitance à la rallonge, donc il y a plein de bonnes raisons pour que ça ne marche pas. Mais n'empêche que là, quand on regarde les scénarios RTE, par exemple, qui imaginent un mix électrique voilà, en se demandant combien de renouvelables, combien de nucléaires, ils disent déjà on n'arrivera jamais à garder les 3/4 nucléaires comme on a aujourd'hui. Au mieux, on fera moitié-moitié. Au mieux, on aura une moitié de nucléaire. Et pour faire ça, il faut déjà arriver à prolonger toutes les centrales, de dire leur durée de vie, ça ne va pas être 40 ans, ça va être 60 ans. Donc là, il faut que l'autorité de sûreté nucléaire soit d'accord. Il faut faire ça et faire sortir de terre, je crois que c'est 14 EPR2. C'est-à-dire qu'on n'arrive pour l'instant pas à faire marcher le EPR1, mais là il faut faire marcher 14 EPR2. Je dis pas que c'est impossible, je dis ça, c'est pas. Il y a des choses qui marchent pas au début, puis que d'un moment marchent. Hein, mais voilà, parier que là-dessus est quand même risqué. Et en plus de ça, il faudrait faire les SMR, donc c'est les Small Modular Reactors, c'est du petit nucléaire
Et ça, c'est quelque chose qui existe sur papier pour l'instant. Donc il faudrait faire tout ça pour arriver à avoir un nucléaire stabilisé à 50% du mix électrique. Donc c'est pas gagné, quoi. C'est vraiment pas gagné. Et même si vous arriviez à le faire, le nucléaire, ça a beau être bas carbone, c'est pas renouvelable. Donc vous allez taper dans des stocks d'uranium. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas une grosse limite, parce que quand on regarde, c'est pas du tout comme le fossile. L'uranium, il y en a encore pour 150 ans. Au rythme actuel. Mais actuellement, personne ne fait de nucléaire au niveau mondial. Quasiment personne. Nous, on en fait beaucoup au niveau français. Au niveau mondial, c'est 10% du mix électrique. Nous, c'est 70%. Si tout le monde fait comme nous, et qu'en plus on dit l'électricité va avoir une part 2 fois plus importante qu'aujourd'hui, si vous allez prélever dans ces stocks d'uranium 10 ou 15 fois plus vite qu'aujourd'hui, les 150 ans deviennent 10 ans. Vous voyez, donc là aussi, il faut se dire, qu'est-ce qui est généralisable là-dedans? Qu'est-ce qui est généralisable? Si tout le monde fait comme la France, est-ce que ça marche? C'est pas évident. C'est pas évident, voilà. Et les vagues? C'est pas évident. Ça, c'est une énergie qui est quasiment inexistante aujourd'hui, c'est des tout petits pourcentages, et on peut pas en prendre. Alors, je rentre pas dans toutes les solutions, parce que chacun va avoir sa solution miracle, et la géothermie, et la machin, mais c'est des trucs qui représentent rien en fait dans les stats actuelles, et c'est des décennies de déploiement pour que ça puisse marcher un jour. C'est ça qu'il faut avoir. Donc c'est pour ça que, pour toutes ces raisons, le découplage, il faut le faire autant que possible. Faut décarboner autant que possible, il faut améliorer l'efficacité autant que possible, mais pour moi, forcément, il restera une part importante de décroissance à faire. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Et donc là, la question, c'est... attention, parce que ça, c'est pas simple non plus, là, de diminuer le PIB dans une économie structurellement faite pour croître. Alors, il n'y arrive pas forcément. Le capitaliste se fixe ça comme objectif, mais comme il est assez mauvais, il n'y arrive pas toujours. Mais il se fixe quand même ça comme objectif. Donc un peu de capitalisme sans croissance, c'est un capitalisme en crise, qui crée chômage et pauvreté. Donc nous, si on dit, on va de manière consciente faire diminuer le PIB, comment on fait pour faire mieux que ça, et pour ne pas créer de chômage et ne pas créer de pauvreté? Pas plus qu'il y en a déjà, voire pour les combattre, c'est quand même ça le but. Il n'y a pas que la boussole écologique, il y a aussi la boussole sociale. Alors, comment on pourrait faire concrètement? Là, j'ai esquissé 2 sujets. Décroissance et emploi, et décroissance et pauvreté. Décroissance et emploi. On se dit, un peu naïvement, imaginons, pour fixer les idées, on veut diviser le PIB par 2. On veut diviser l'activité productive par 2 en 30 ans, mettons. Voilà. Ce qui n'est pas un ordre de grandeur absurde, puisque on veut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre d'un facteur 4 ou 10. Donc on va en faire... Là, déjà, quand je dis ça, je suppose que je fais une grosse partie du boulot par de la technique. Je dis, voilà, on va diviser l'activité productive par 2. On dit, oui, ça va faire 2 fois moins d'emplois. Comment ça va se passer? On va avoir des dizaines de millions de chômeurs. Là, la variable qui permet de découpler l'emploi et le PIB, c'est le temps de travail. Le temps de travail, c'est-à-dire que si vous dites le PIB est 2 fois plus faible, mais chacun travaille 2 fois moins, le volume d'emploi est préservé. Le volume de travail est divisé par 2 en heures travaillées, mais le nombre d'emplois occupés dans l'économie est conservé. Alors divisé par 2, donc là, moi, je fais un peu les calculs dans le bouquin de dire ça veut dire quoi un temps de travail divisé par 2? C'est beaucoup quand même. Et donc, alors là, il y a plusieurs façons de le faire. On peut dire, on part beaucoup plus tôt à la retraite, on a beaucoup plus de congés payés, on a des semaines de travail plus courtes, ce qui à chaque fois correspond à des progrès sociaux en plus. On n'est pas sur quelque chose de neutre politiquement. Voilà, moi ça me va bien. Donc, si on combine tout ça, on voit qu'il faut une combinaison assez exigeante pour se retrouver avec une division par 2, mais c'est quelque chose qui est faisable. Voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Vous dites, vous faites des semaines de 3-4 jours, vous partez à la retraite assez tôt, 55 ans, quelque chose comme ça, quoi. Et vous allez jusqu'à, je sais plus, 10 ou 12 semaines de congé par an, au lieu des 5 semaines obligatoires actuelles. Mais ça donne pas quelque chose où plus personne travaille, voilà, c'est pas quelque chose d'inconcevable. Voilà, et en faisant ça, vous maintenez l'emploi. Mais la question qui vient juste après, c'est, on maintient l'emploi, mais si les gens sont payés 2 fois moins, si on leur dit vous faites 2 fois moins d'heures, vous payez 2 fois moins. Le smicard, qui aujourd'hui tire la langue, on va venir lui dire, écoute, maintenant, à partir de maintenant, t'as plus qu'un mi-temps, et t'es payé un demi-smic. Ça va être compliqué, ça. Évidemment. Donc évidemment qu'il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de dire qu'on va, en plus de ça, on va coupler ça à une grosse dose de redistribution des revenus. Parce qu'aujourd'hui, on part d'une situation où les inégalités de revenus et de patrimoine sont colossales. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est si on veut fortement diminuer le volume total du PIB, mais maintenir ou augmenter un peu la part qui revient aux classes populaires, est-ce que ça marche ou pas?
Enfin, là, c'est une question arithmétique, quoi. Et donc, moi, là, pareil, je fais un peu les calculs d'ordre de grandeur, et je dis, si on divise le PIB par 2, on se rend compte qu'on peut conserver inchangé le niveau de vie de la moitié la plus pauvre de la population. D'accord ? Avec des classes moyennes qui gagnent encore plus que cette moitié la plus pauvre, et un 10% qui gagne encore plus que les classes moyennes. Donc évidemment, ceux qui font la variable d'ajustement là-dedans, c'est le 10% et le 1%, voilà, on va être clair. Mais les classes moyennes aussi, c'est-à-dire que là, c'est pas un truc qu'on peut faire porter juste sur le 0,1%, vu l'ampleur de ce dont on parle. Mais on réduit beaucoup les inégalités, et on a quelque chose on a le niveau de vie des 50% les plus pauvres de la population qui reste préservé. Donc voilà, c'est un résultat qui est quand même intéressant et qui est dû au fait qu'on a des inégalités abyssales aujourd'hui. Donc il y a de la marge. Mais vous voyez qu'il n'y a pas une marge infinie non plus, parce que là je suppose juste que je divise le PIB par 2. Si je voulais faire toutes mes réductions de gaz à effet de serre sans technique du tout, et en misant que sur de la décroissance, il faudrait que je divise le PIB par 4 ou 10, et là, même avec toute la réduction des inégalités que vous voulez, ça passe plus. Vous arrivez à quelque chose qui est invendable socialement et politiquement. Donc voilà un peu un ordre d'idée de comment on pourrait découpler le PIB, l'emploi d'une part, le PIB, la pauvreté d'autre part. Donc ça c'est la raison pour laquelle la décroissance, je la crois possible d'un point de vue social, s'il y a toute l'organisation économique qui va avec. C'est évidemment pas un système économique inchangé. Voilà. Et alors elle n'est pas juste possible, elle est pour moi souhaitable. Parce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est oui mais les gens aujourd'hui sont peut-être heureux de par leur consommation matérielle, et ça donne quoi en termes de bien-être si on baisse le PIB fortement? Donc là, il y a des résultats intéressants, c'est les résultats d'un économiste qui s'appelle Esterline, et qui s'est dit, je vais tracer sur un graphique le bien-être des différentes populations du monde en fonction du PIB par habitant. Alors, ça vaut ce que ça vaut, c'est basé sur des enquêtes subjectives, mais on peut faire le même genre d'enquête avec des choses un peu plus objectives qui sont l'espérance de vie en bonne santé, le niveau d'éducation, etc. Et à chaque fois, on constate quoi? On constate qu'au début, le lien avec le PIB il est très fort. D'accord? C'est-à-dire que c'est ce qu'on comprend assez bien, c'est-à-dire qu'on manque de tout. Bah ouais, un peu de richesse en plus, bah oui, effectivement, on est tout de suite beaucoup plus en meilleure santé, un meilleur système d'éducation, on est plus heureux, etc. Bien sûr. Et c'est pour ça que là, la décroissance dont on parle, qu'on se comprenne bien, elle est pour les pays riches. On est bien d'accord. Voilà. Elle n'est pas pour tous les pays du monde, je le précise bien, parce que je ne l'ai pas précisé. Voilà. Par contre, si vous regardez où est un pays comme la France sur ce genre de graphique, en moyenne, hein, évidemment, il y a des pauvres après, mais en moyenne, elle est en fait bien loin du seuil au-delà duquel le PIB et le bien-être sont plus vraiment corrélés. Vous avez une espèce de plateau, et en fait vous pourriez avoir 2 fois moins de PIB, l'impression que ça ne jouerait pas forcément sur le bien-être en moyenne. Voilà. Et ça va même en fait au-delà de ça, c'est parce que moi comme je l'ai dit, on baisse fortement le temps de travail pour préserver l'emploi, mais l'effet de ça, c'est aussi que les gens ont du coup beaucoup plus de temps libre. Et donc un épanouissement individuel et collectif, alors à la fois dans ses loisirs personnels, dans sa vie de couple, dans le fait de voir ses amis, sa famille, de se consacrer à l'associatif, de se consacrer à la politique. Ça a été soulevé tout à l'heure, on dit un problème de la démocratie aussi, c'est qu'on manque de temps pour s'informer sur les sujets. Si les gens ont beaucoup plus de temps, ça change un peu la donne dans le fait que chacun puisse se saisir de sujets complexes. Effectivement, quand on rentre à 20h30 chez soi, après une journée de 10 heures et 1h30 de RER, moi c'est mon cas, hein, je vous avoue que je vais pas lire les rapports RTE tous les soirs, enfin, je veux dire, c'est un peu, voilà, mais c'est normal. Bah ouais, non, c'est pas trop choquant et tout, ça va. Non mais voilà, donc, il faut intégrer ça. Et si on est en train de dire que les gens ont beaucoup plus de temps libre, et que ce temps libre il est en plus de meilleure qualité, parce que les gens ne sont pas épuisés et cassés au travail comme c'est le cas aujourd'hui, la démocratie, entre autres, ne peut que en sortir gagnante. Donc pour moi c'est souhaitable, en plus d'être possible et d'être nécessaire. Par contre, il faut bien qu'on s'entende, c'est-à-dire que c'est souhaitable pour la majorité, c'est pas souhaitable pour tout le monde. C'est-à-dire les gens qui sont aujourd'hui à la tête des moyens de production, c'est-à-dire les capitalistes, on va les citer, n'ont évidemment pas intérêt à une contraction économique de l'activité. Et en plus, alors surtout pas celle que je décris là, parce que c'est la double peine, c'est-à-dire qu'on leur dit le gâteau va diminuer, et en plus votre part à vous va diminuer encore plus pour aller aider les pauvres. Donc ça, évidemment que ça va être mal reçu par monsieur de Bézieux, Roux de Bézieux. Donc, là il est clair qu'il faut aller au bout du truc, c'est que cette décroissance implique une rupture avec le capitalisme. D'accord ? Donc la décroissance ne peut être que non-capitaliste, post-capitaliste, on l'appelle comme on veut. Et là la bonne nouvelle, c'est qu'on a un certain nombre de gens qui ont réfléchi à ça. Donc il y a des propositions qui sont sur la table. Il s'agit
évidemment pas de revenir à un socialisme autoritaire ou ce genre de choses. Au contraire, c'est de gagner en démocratie en disant, bon, aujourd'hui on a une vague démocratie politique très très incomplète, on l'a dit, clairement d'accord avec ça, il faut l'améliorer, mais on a une absence totale de démocratie économique. Les entreprises sont des dictatures, voilà, ça a l'air d'émouvoir grand monde dans le débat public, mais c'est quand même le cas. Et donc là on est en train de parler d'un surplus de démocratie qu'on viendrait déjà améliorer et rendre réel dans la sphère politique, mais qu'on viendrait en plus étendre à la sphère économique. Et il se trouve que ça s'articulerait parfaitement avec cet objectif qui est de toute façon de sortir du capitalisme, parce qu'on en a besoin pour la décroissance, qui elle-même est indispensable pour des raisons écologiques. Donc voilà comment j'articule un petit peu tout ça. Je vous remercie.